Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi, début sans couac de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires. Les autorités saluent le bon déroulement de la journée. Nous ferons le point dans ce journal. Aly Ngouille Ndiaye brandit la souveraineté du Sénégal. Le rapport de la mission d'observation électorale de l'UE fâche le ministre de l'Intérieur. Vous l'entendrez, le Sénégal n'a pas de leçon à recevoir selon lui. Tout le contraire du professeur Amsatou Sow Sidibé, victime du parrainage. Elle approuve sans réserve la suppression de ce système qu'elle avait déjà décrié. La reine sénégalaise pleure, mort Fadam, victime d'un arrêt cardiaque en début d'après-midi. Témoignage sur le grand professionnel qu'il était, à suivre dans ce journal. Et puis en fin d'édition, l'invité du 20h, nous serons avec Habib Ndao, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. À quelques jours du terme de l'ISPE, l'instrument de soutien à la politique économique, nous passerons au peigne fin l'économie nationale. Habib Ndao sera interrogé par Souleymane Niang. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. C'est un jour d'examen pour les candidats au certificat de fin d'études élémentaires. Tout s'est relativement bien passé. Illustration à l'école Baïtir Samb de Ngor, établissement qui compte 147 candidats. Aïssatou Gueiba et Diafaraba. Autant d'avis sur cet examen du certificat de fin d'études élémentaires et d'entrée en 6e. Après 4 heures de concentration sur différentes épreuves, ces candidats sortent des salles d'évaluation plutôt soulagés, tout sourire, avec un brin d'espoir dans les yeux. Facile. Oui. Très facile. Et qu'est-ce que vous avez fait en dernier, la dernière matière? C'est dessin. Facile. Et qu'est-ce que vous avez fait en dernier? On a fait l'art plastique. Maintenant. Pour le bon déroulement de l'examen, les surveillants de l'école Baïtir Samb de Ngor veillent scrupuleusement. Un procédé qui a nécessité un travail en équipe. 47 inscrits, oui. Il y a 89 garçons, et, du moins 89 filles, 58 garçons. Oui, ça se passe très bien. Pour la surveillance, tous les surveillants sont présents, ils sont venus à l'heure. Bon, pour la sécurité, il y a les agents qui sont là dehors. Les candidats vont se pencher sur les dernières épreuves ce mercredi, dernier jour d'examen pour espérer décrocher leur premier diplôme. Les résultats sont attendus avant la fin des vacances scolaires. L'examen s'est aussi correctement déroulé à Thiès avec 43 000 candidats. Les autorités académiques ont fait le tour des centres ce matin. Baba Diassé, justement, est avec Cheikh Anta Diop et Célatière. Cette tournée dans 4 écoles de la commune de Thiès et du département de Thiès également, nous pouvons exprimer véritablement une totale satisfaction parce que partout où nous sommes allés, nous avons trouvé les chefs de centre, les surveillants et l'examen se déroule correctement. Et vous avez vu que nous avons ici une spécificité avec les candidats de l'INEFJA qui composent ici. Il y a aussi une autre spécificité avec le franco-arabe que nous avons également visité. Cette année, nous avons 43 289 candidats au niveau de l'académie pour 255 centres. Donc nous constatons qu'il y a une hausse de 2186 candidats si nous comparons les effectifs de 2019 à ceux de 2018. Nous avons atteint la parité, ça depuis quelques années maintenant. Et ça, nous le devons à la politique, n'est-ce pas, de promotion de l'éducation des filles, de l'accès, mais également du maintien des jeunes filles au niveau de l'école. L'examen du CFE et de l'entrée en 6e se déroule correctement dans la région de Thiès, comme indiqué d'ailleurs par l'ensemble, n'est-ce pas, des stratégies qui ont été déroulées dans le courant, n'est-ce pas, de la préparation de cet examen. Et à Saint-Louis, 18 472 candidats vont tenter d'avoir leur premier diplôme. Dans le département de Saint-Louis, les autorités locales et académiques sonnent l'alerte pour éviter les problèmes aux candidats avec l'obtention des pièces d'état civil. Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans la région de Saint-Louis, 18 472 candidats ont démarré les épreuves de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires, répartis dans 141 centres. Au total, la région compte 10 770 filles et 7 702 garçons. En tournée dans le département, les autorités sont satisfaites du bon déroulement. Monsieur le maire, on a constaté que sur les 1502 inscrits, on n'a eu que 7 absents. Et parmi les 7 absents, il y a un décès et le reste, c'est pratiquement des candidats libres.
Donc pour l'essentiel, tous les candidats officiels sont présents. Les épreuves ont démarré à 8 h. On n'a pas noté d'incident majeur. Le centre de Mbahana, celui de Ndjoudoun, celui de Djougop. On finit par ce 4e centre de la zone de Ndjoudoun. Et il y a 6 autres centres qui sont dans la commune de Gandon. Il y a 3 centres dans la zone de Toubé, il y a 3 centres dans la zone de Rao. Cette année, le nombre d'inscrits au CFE a connu une hausse de 91 par rapport à 2018. Dans la commune de Gandon, visitée par les autorités académiques et locales, un appel est lancé aux parents pour l'inscription des enfants à l'état civil pour éviter certains problèmes. Ce qu'on voudrait noter, c'est demander solennellement aux parents de déclarer les enfants à leur naissance. Le Sénégal d'aujourd'hui, en 2019, ne peut pas compter sur des jugements, sur des requêtes de jugement. Ça doit être dépassé. Les enfants doivent être déclarés. C'est un droit de l'enfant et c'est le premier droit de l'enfant. Beaucoup de candidats n'ont pas obtenu de pièces d'état civil avant l'examen, mais sur instruction du ministre de l'Éducation nationale, les élèves n'ayant pas obtenu de pièces d'état civil, 300 à Dagana et 96 à Saint-Louis, communes, ont été pris en compte dans les effectifs. Dans la région, les résultats sont attendus au plus tard le 31 juillet 2019. Merci Ousseynou. Venons-en à ce rapport de la mission d'observation de l'Union européenne. Rapport qui a comme recommandation prioritaire l'abandon du parrainage pour les prochaines élections locales. La présidente du mouvement Car Lenen, victime du parrainage, Amsatou Sow Sidibé, approuve cette idée. D'ailleurs, c'est une vieille doléance de l'opposition sénégalaise. Quant à la faisabilité maintenant de cette mesure, le président du programme Sunu Élections, Valdiodio Ndiaye, est un peu sceptique. Fatima Touré, Ababakar Kamara. En avril 2018, l'Assemblée nationale a adopté le parrainage pour tous à toute élection. Aujourd'hui, le sujet revient sur la table avec la recommandation de la mission d'observation électorale de l'Union européenne relative à sa suppression au local de décembre, une position de l'UE bien appréciée. Le parrainage a été un problème. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est l'une des causes de la cassure sociale et politique au Sénégal. Donc, ce que Madame la représentante de l'Union européenne a dit, eh bien, vient renforcer ce que je pense du parrainage. Le parrainage est bien possible, mais du point de vue organisationnel, il va poser d'énormes problèmes. Est-ce que le Sénégal a les capacités de concevoir des logiciels adaptés pour les 500 et poussières collectivités locales? Ça, c'est la première chose. Mettre en place des commissions de réception du parrainage, les traiter et de manière équitable et juste, de telle sorte qu'aucun acteur politique candidat aux élections locales ne sera lésé. Cela me semble quand même un grand défi. Dans un communiqué adressé à la presse, le ministre de l'Intérieur rejette cette recommandation, mais le professeur Amsatou Sow Sidibé pense que la mission d'observation de l'UE est dans son rôle. Et d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre la réaction de monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous sommes dans le cadre des droits humains. En matière de droits humains, nous avons ratifié des conventions. Ça signifie quoi? Ça signifie que pratiquement l'international a un droit d'ingérence sur ce que font les pays. Donc sur ce qui se fait dans le Sénégal, eh bien l'Union européenne peut avoir un mot à dire. Le parrainage, un sujet trop controversé au sein de la classe politique. Si le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, soutient que la mission d'observation de l'UE n'a pas le droit de faire une projection pour les élections locales, l'opposition, quant à elle, demande une concertation afin de trouver un consensus sur la question. Si Fatima, et tout juste après la publication de ce rapport hier, l'État a réagi. Un abandon du parrainage sera le fait du peuple sénégalais souverain. C'est la réponse du ministre de l'Intérieur à la recommandation de l'Union européenne. Selon Aly Ngouille Ndiaye, le rapport de la mission d'observation électorale devait se limiter à la présidentielle simplement. Pour lui, c'est clair, Elena Valencio a outrepassé ses prérogatives. Ils sont sortis à un moment donné de leurs prérogatives, je dirais, pour parler des élections locales en suggérant qu'on annule tout ce qui est parrainage citoyen pour cette élection. Je considère d'abord qu'ils sont sortis de leurs prérogatives, ça c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, je trouve personnellement que nous n'avons pas de les élections européennes il y a déjà quelques jours. Ils n'ont pas mieux organisé les élections que nous. Ça, tout le monde l'a constaté. Donc c'est tout ça qui est important, premièrement. Et deuxièmement,
cette décision de faire le parrainage aux élections locales, c'est une décision souveraine de la représentation nationale après les concertations avec les différents acteurs. Je précise également que cette disposition existait avant. Donc elle a juste été élargie à l'ensemble des partis politiques et coalitions de partis politiques. Donc à ce niveau, vraiment, je regrette, mais je n'ai pas d'observation autre que ça concernant la sortie de l'Union européenne. Voilà, c'était les mots et points de Aly Ngouille Ndiaye, propos recueillis par Moussa Oumar Gueye et Amadou Diaw du côté de Tambacounda. Affaire Petrotim Aliou Sall, la plateforme Art Lignubok maintient la pression pour l'éclatement de la vérité. En conférence de presse ce matin, ses membres ont réaffirmé leur détermination à poursuivre le combat. Après le rassemblement avorté vendredi dernier, ils promettent de remettre ça vendredi prochain. Suivant à ce propos, Abdourahmane Sow, interrogé par Mambiram Diouf. On a interpellé le procureur depuis longtemps, il n'avait pas réagi. Il est sorti, il a dit qu'il a reçu des instructions. Nous, on avait cru qu'il allait depuis longtemps s'autosaisir sur des propos aussi graves, mettant en cause des citoyens sénégalais pour défendre effectivement le principe de l'intérêt général. Il ne l'a pas fait. On a vu d'autres rapports, d'autres dossiers évoqués par une certaine opinion dont on voudrait savoir le secret. Il y a des rapports de l'IGE qui, nommément, indiquent l'ouverture d'enquêtes judiciaires. Le procureur, il reçoit instruction, il l'a dit. Mais c'est le système judiciaire. Ce n'est pas les hommes qui nous posent problème. Nous sommes inscrits dans le temps et dans le temps, nous savons que quel que soit Alpha, ce pouvoir finira. Et les gens ont intérêt à inscrire effectivement la bonne gouvernance et la transparence dans le cadre de leur gestion. Pour ce problème-ci, pour la gestion des ressources naturelles, le pétrole, le gaz, l'or, les enjeux de milliards, alors nous ne nous ferons pas prier pour nous battre patriotiquement pour l'intérêt du Sénégal. Puis parlons du contrat d'affermage de l'eau, c'est toujours l'imbroglio. L'ASD va faire un ultime recours à la Cour suprême. Ce matin, devant les enquêteurs de l'ARMP, Mignane Diouf du Forum social a maintenu ses allégations. Selon lui, la procédure est truffée d'irrégularités. Mamadou Fall, Thierno Laurent Mendy. Entendu par l'ARMP sur le contrat d'affermage attribué à Suez, le coordonnateur du Forum social persiste et signe devant les enquêteurs qu'il y a bel et bien conflit d'intérêts et délits de corruption dans cette affaire. Dès l'instant qu'il y a des amabilités qui se sont produites entre les autorités qui lancent le processus d'appel d'offres et une des entreprises qui soumissionne à l'appel d'offres, il y a de quoi s'interroger et se poser des questions. Et ici ajoute que Suez est connu dans le monde comme étant une entreprise qui n'utilise que la corruption pour gagner des marchés. Et nous avons démontré cela dans au moins une vingtaine de cas dans les 10 dernières années où Suez a été épinglé pour tentative de corruption, pour corruption avérée et pour non-respect souvent des contrats qu'il a acquis parce qu'il a acheté la conscience des personnes qui devraient délibérer sur ces contrats. Mignane Diouf annonce que des juridictions étrangères seront saisies afin de retirer à Suez le marché. Nous avons porté plainte contre Suez dans son pays, en France. Et nous sommes optimistes quant à l'issue de cette plainte entre les mains d'une juridiction tout à fait indépendante et qui lutte contre la corruption quand il s'agit d'une personnalité juridique ou morale de nationalité française, comme c'est le cas avec Suez. Pour plus d'équité dans la passation des marchés et plus de transparence, le Forum social compte saisir l'OFNAC. Et en attendant, Serigne Mbaye Thiam apporte de l'eau dans le moulin de son prédécesseur Mansour Faye. C'est en toute transparence que Suez a gagné cet appel d'offres. Selon lui, le gouvernement prend donc toutes ses responsabilités pour installer Suez. Toute cette procédure montre que la procédure a été régulière, l'attribution a été régulière et ça s'est fait de façon transparente. Maintenant, moi, en tant que ministre de l'eau et de l'assainissement, je voudrais dire de façon très claire que le gouvernement du Sénégal qui a été engagé dans cette procédure-là, il ne s'agit pas d'un ministre donné et il ne s'agit pas du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Il s'agit d'une décision de l'État du Sénégal que le ministre de l'eau et de l'assainissement assume bien sûr à travers toutes les structures de l'État qui ont été impliquées dans cela. Et nous sommes chargés de mettre en œuvre cette décision-là pour que Suez s'installe dans le service public de l'eau potable et nous le ferons. Maintenant, je pense qu'une fois qu'on a fait cela, ça ne sert à rien de s'épancher, je crois, dans la presse pour essayer de faire appel à cette décision au niveau des populations en essayant de jeter le discrédit sur l'État du Sénégal. Ça, je pense que ce n'est pas
élégant de vouloir jeter le discrédit. L'État du Sénégal, dans ce dossier-là, défend les intérêts du Sénégal, les intérêts des consommateurs du Sénégal. Serine Beïtiam, interrogée par notre équipe à Saint-Louis lors d'une visite à l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal. C'est lundi prochain que va se tenir le procès en appel de l'affaire des faux médicaments de Touba Belel. En attendant, le Comité national de lutte contre les faux médicaments et l'exercice illégal du métier de pharmacien alerte sur l'impact désastreux qu'a ce fléau au Sénégal. Ils se sont retrouvés ce matin pour discuter de la stratégie de lutte. Maguette Soari Diallo et Pape Sangone Baye. Du chemin à faire, il en reste dans la lutte contre la vente illicite de médicaments au Sénégal. Un véritable fléau avec des impacts négatifs sur la santé publique. C'est un fléau extrêmement important et c'est un fléau qui est là depuis très longtemps. Les médicaments de la médecine humaine, si l'on peut parler ainsi, que les gens vont acheter et qui malheureusement engendrent des complications qui peuvent arriver même jusqu'à l'insuffisance rénale chronique. L'argent qui découle de la vente de faux médicaments est estimé à coups de milliards de francs CFA. Toutefois, des mesures drastiques sont prises par l'État du Sénégal pour combattre ce mal. Il ne passe pas aujourd'hui une semaine ou un jour qu'on prenne des camions à hauteur de milliards qui comportent des faux médicaments. Donc c'est un problème très sérieux parce que c'est un manque à gagner pour l'État sénégalais. Mais aussi c'est un problème de santé publique dans la mesure où ces médicaments, comme vous le savez, vont nuire aux populations. Et ce problème de fléau, on commence à avoir des résultats probants. Je pense qu'aujourd'hui, on voit pratiquement plus à Dakar des gens avec leur étal et avec des médicaments. Ça, c'est un boulot qui a été abattu. Il y a eu le cas de Darou-Mousti où aujourd'hui tous les dépôts sont fermés. Bon, mais il faut le dire, le gros lot reste encore tout bas. Des tonnes de médicaments illégaux et impropres à la consommation sont saisis chaque année au Sénégal. Le Comité national de lutte contre les faux médicaments et l'exercice illégal de la pharmacie demande la criminalisation de la vente illicite de médicaments sur l'étendue du territoire dans les plus brefs délais. Merci Maguette. Et justement, l'une des villes où cette pratique est bien perceptible, c'est la ville de Touba. Là-bas, les professionnels de la santé ont d'énormes difficultés face à la vente illicite de faux médicaments. Selon les experts, il y existerait plus de 400 dépôts de faux médicaments, suivant les explications du docteur Daraba. Qu'on constate à Touba, il y a plus de 410 dépôts à Touba contre 41 pharmacies normales. C'est une catastrophe écologique, une pandémie à Touba, parce que le problème majeur, Touba c'est une ville spéciale. Et Touba, les dépôts pharmacie, c'est devenu un commerce quand même qui est devenu illégal. C'est intégré au quotidien vraiment de la population. Et le plus souvent, ce sont des patients qui sont jeunes. Pratiquement le niveau, c'est entre qui tourne autour de 30 ans, qui n'ont aucune compétence pour la vente des médicaments. Donc c'est eux qui font le plus souvent ces genres d'activités à Touba. Halte aux impacts environnementaux et sanitaires dans l'exploitation des ressources minières. L'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif sonne l'alerte. Un atelier de formation des capacités sur le projet de code minier de la CEDEAO s'est tenu à Dakar ce matin. Une formation destinée aux populations de ces régions et entre autres parties prenantes. Aminata Maresso et Diaferaba. Matam, Kédougou, Thiès, 3 régions au sous-sol riches en ressources naturelles. Les phosphates de Taïba lors de Sabadola, des exemples. Mais souvent, au cours de l'exploitation de ces ressources, certaines études préalables font défaut. Les violations sont de plusieurs ordres. Nous avons par exemple la dégradation de l'environnement, parce que c'est le premier volet. Si vous allez dans certaines zones, vous voyez aujourd'hui il y a une dégradation avancée du couvert végétal, il y a une dégradation avancée des sols, à telle enseigne que les populations autochtones ne peuvent plus pratiquer l'agriculture. Vous savez, ça porte atteinte à un droit fondamental, les droits économiques, sociaux et culturels. Mais dans le domaine de la santé également, cette pollution de l'air à laquelle nous assistons,
la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines, à laquelle également nous assistons. Mais ça, c'est souvent source de maladies. Et d'après des études qui ont été faites et après analyse, on s'est rendu compte que certaines maladies bronchopulmonaires, telles que peut-être la tuberculose et d'autres maladies, sont souvent liées à donc cet impact négatif que ces entreprises minières exercent. C'est cette approche que nous voulons partager avec les entreprises minières, mais également c'est cette approche dimension droits humains que nous voulons partager avec les autorités étatiques pour un peu lutter contre un certain nombre de violations. Au-delà de ces préoccupations d'ordre environnemental et sanitaire, la transparence dans le secteur extractif intéresse également l'Observatoire national. Aujourd'hui, tout le monde devait s'accorder à laisser la justice mener l'enquête. Mais également, nous demandons à la justice de mener une enquête impartiale et indépendante parce que le président de la République a inscrit dans notre constitution des principes fondamentaux, c'est-à-dire les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mais également, le président de la République a dit, et à qui veut l'entendre, qu'il ne protégera personne. Je pense qu'aujourd'hui, la justice doit avoir les coups de franche et on estime que la justice a les coups de franche pour pouvoir mener cette enquête de façon impartiale sans pour autant être influencée ni par la clameur publique ni par une autre quelconque implication de qui que ce soit. Pour éviter ces genres de violations, l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif a organisé cet atelier de formation destiné aux populations mais également à la société civile. Merci Aminata. Petite accalmie entre la douane et les transitaires. Après la séance d'explication d'hier, les commerçants ont suspendu à leur mot d'ordre de grève. Un comité sera installé par la douane afin de travailler dans l'équité et la transparence. Suivons les explications du directeur des opérations de la douane, le colonel Mbaye Ndiaye, avec Mohamed Somb. Certains opérateurs du secteur informel, compte tenu en tout cas de la faiblesse de leur pouvoir financier, ont jugé quand même que ces valeurs étaient relativement élevées. Qu'il fallait donc discuter pour trouver en tout cas un équilibre parce qu'il faut remplir nos obligations fiscales, il faut également protéger notre industrie, mais il faut aussi accompagner ces opérateurs pour leur permettre de devenir demain de grands industriels. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en disant que nous allons différer un peu l'application des valeurs de correction, mais en faisant prévaloir ce qu'on appelle la clause transitoire. Et ça existe en droit. Maintenant, on va différer un peu, mais on va mettre en place une commission qui regroupera non seulement l'administration des douanes, mais aussi des opérateurs économiques, des commissionnaires agréés en douane, des commerçants et des commissionnaires agréés en douane. Et cette commission va réfléchir, va essayer, par rapport en tout cas à certaines valeurs. Comment impliquer les femmes journalistes dans la lutte contre les violences? Dans le cadre du programme de l'Institut Panos Femmes Occuper les médias, l'Union des radios associatives et communautaires a initié un atelier de formation pour outiller les femmes journalistes sur la maîtrise technique de production de magazines et animation de débats. Ibou Diouf et Mohamed Dieng. Femmes occuper les médias, tel un appel pour dénoncer les formes de violence notées dans la société. L'Union des radios associatives et communautaires porte son choix sur les femmes professionnelles pour mieux faire face à cette problématique. Dans le cadre du projet Femmes occuper les médias, que l'Institut Panos a mis en place dans la sous-région, l'URAC a été sollicité par Panos pour conduire le projet au niveau du Sénégal. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons convié ici 15 radios communautaires qui sont des radios partenaires de ce programme. Il s'agit d'abord d'outiller ces femmes journalistes et une bonne maîtrise du droit ensuite pour arriver à un résultat satisfaisant. Renforcer leurs capacités dans le cadre de la production d'émissions de format magazine et de format débat. Pour qu'à la fin de l'atelier, qu'on puisse avoir des contenus radiophoniques qui puissent répondre aux préoccupations du projet. Projet Femmes occuper les médias pour encourager ces acteurs des médias à s'investir davantage dans la production de magazines et de l'animation des débats et des radioclubs citoyens pour avoir plus de maîtrise sur la question des violences au Sénégal.
Merci Ebou. Et puis cette triste nouvelle pour le monde de la lutte, Mor Fadam a tiré sa révérence. Le lutteur et icône de l'écurie Niambour avait fini de marquer la lutte sénégalaise par sa longue carrière, auréolée d'un riche palmarès. C'était un grand champion. Pafaranying et Youssou Baro. Il était très effacé. Mor Wade, alias Mor Fadam, était un lutteur respectueux. Avec une carrière glorieuse de plus de 30 ans, son rappel a été une grosse perte pour tous les sportifs sénégalais. C'est une très triste nouvelle. Le Sénégal aujourd'hui a perdu un de ses monuments, Mor Wade, plus connu sous le nom de Mor Fadam. Il est parti, vraiment, on a le cœur. Nous lui pleurons, Mor Fadam. Tout le temps avec son chapelet, Mor Wade Fadam. Et c'est un fervent mouride. Attristé par la nouvelle, Moustapha Gueye a lutté 2 fois avec feu Mor Fadam. Estime qu'un grand champion s'en est allé. Il ne parlait pas beaucoup, il faisait que lutter, rentrer chez lui. J'ai jamais vu un gars qui dit que Mor Fadam lui a mis des torts. Non, Mor Fadam il lutte, il rentre chez lui. Il était aussi champion de 4 disciplines au Sénégal. Lutte traditionnelle, lutte olympique, boxe et judo. Il a représenté le Sénégal partout. Il nous a aussi amené des médailles. Donc aujourd'hui c'est un monument qui est parti. Mais damay fàttaliku rek ni ay combat am ak ay Tafa Gueye mais xam ni kii nitu jàmm la quoi du mbër quoi da ngay gis ay mbër muy jéem a def lu soxor moroomam mais moom toujours c'est pour rek mu daaneel la après dem quoi. Non seulement la famille de la lutte, mais tous les sportifs doivent lui rendre un vibrant hommage. Il n'a jamais été insolent, Mor Fadam. Moi, je ne l'ai jamais entendu parler à haute voix. Il parle toujours comme si c'était un gamin qui parle. Parce qu'il est comme ça, il est grand, costaud, très technique, un très grand champion. Et Mor Wade Fadam, plein de choses. Il met des hommages extraordinaires, Mor Wade Fadam, ce qu'il a fait. Malheureusement que le Sénégal, c'est comme ça, les gens partent comme ça. Tout ce qu'il a fait, c'est énorme, Mor Fadam. Il a fait plus de 30 ans de carrière, Mor Fadam. Et aujourd'hui, il est parti. Et, nous devons lui rendre un très grand hommage. Absolument, il faut nous rendre à César ce qui appartient à César. Donc, il y a des mbër yu bare yu nekk ay Louga wala yu nekk ay Dakar. Donc, suñuy bëree, c'est parce que am na lu ñu jëlee si Mor Fadam. Mor Fadam a eu le temps de faire ses ablutions avant de rendre l'âme par arrêt cardiaque. Il est parti en laissant derrière lui un grand vide dans la famille de la lutte. Merci Pape Farah. Moustapha Gueye qui ne va pas manquer de revenir sur la disparition de Mor Fadam tout à l'heure en direct dans l'œil du tigre avec Beka Mbaye et Mbaye Fall. Actualité du football à présent, la CAN 2019. Les Lions, ça y est, sont arrivés au Caire après quelques jours à Ismaïla et un match amical remporté devant le Nigeria. Les Lions sont dans leur camp de base. Récit Cher Sadibou Diarra. L'équipe nationale du Sénégal a rejoint son quartier général au Caire. Les Lions accueillis par la musique et les danses traditionnelles égyptiennes à l'entrée de leur hôtel. Un palace à 5 minutes de leur terrain d'entraînement. Ils y ont effectué leur première séance cet après-midi avec Sadio Mané. Son premier entraînement collectif après ses jours de repos et son retour dans la tanière jeudi dernier. Le défenseur latéral droit Lamine Gassama n'y a pas pris part. Il souffre des adducteurs depuis le dernier entraînement à Ismailia, mais rien de trop grave d'après le sociétaire de Göztepe en Turquie. À 5 jours de l'entrée en liste du Sénégal, face à la Tanzanie, Aliou Cissé qui sera privé de Mané espère avoir une tanière au complet. Merci cher, et vous l'avez vu, c'est déjà l'ambiance au Caire. C'est pas encore l'engouement à Dakar, à J-3 de la CAN. Si vous n'avez pas encore votre maillot de supporter, eh bien c'est le moment. Le Sénégal joue dimanche contre la Tanzanie. Au marché Sandaga, les maillots drapelés et autres kits aux couleurs de la nation sont disponibles pour vous, le 12e Gaïndé. Selon certains vendeurs, les supporters préfèrent attendre la première victoire pour se ruer vers le marché Sandaga. Reportage Mohamed Lamine Ndiaye et Youssou Baro. Le marché se met aux couleurs nationales. Écharpes, blousons et maillots aux effigies des joueurs sont plus convoités. Cependant,
Ces boutiquiers soutiennent que les ventes ne sont pas encore au top. Les articles se vendaient mieux les dernières années. D'habitude, 2 semaines avant les compétitions, les clients venaient. Mais là, on dirait qu'ils sont découragés. La compétition n'a pas démarré, c'est pourquoi on ne vend pas encore. Quelques-uns viennent quand même. Les prix varient entre 10 000 et 15 000 francs. Ça dépend aussi de la qualité du maillot ou si le client veut floquer son nom. À quelques jours du premier match de l'équipe nationale, cet acheteur anticipe l'événement. Je suis venu acheter des maillots et des shorts. Les prix sont abordables et les maillots sont de bonne qualité. À chaque compétition, j'achète un maillot. De l'avis de ces vendeurs, il ne faut pas attendre une victoire pour acheter un maillot. Si nous sommes fiers de notre nation, nous ne devons pas attendre une victoire pour acheter un maillot. Ce sont les Lions qui peuvent nous libérer. S'ils assurent les premiers matchs, les clients seront contents. Cela fera notre affaire. Bientôt le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme lors de chaque compétition, supporter devient comme un devoir patriotique et civique. Merci Mohamed Lamine, allez-y vite, peut-être qu'il n'y en aura pas tout le monde pour la finale, on l'espère. Et puis football toujours, Michel Platini placé en garde à vue ce mercredi. C'est dans le cadre de l'enquête pour corruption sur l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. Le parquet national financier cherche à déterminer le rôle joué par la France et ses représentants politiques et sportifs dans la désignation du Qatar le 2 décembre 2010 par la FIFA pour accueillir la Coupe du Monde 2022. Place maintenant à l'invité du 20h. Je vous laisse dans les mains expertes de Souleymanian qui reçoit Habib Pendao, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Comment va l'économie sénégalaise à quelques jours du terme de l'ISPE, l'instrument de soutien à la politique économique? Sera-t-il reconduit ou pas par les FMI? Mais d'abord, plein phare sur la qualité des services financiers au Sénégal. C'est à vous, Souleymane. Bonsoir.